Fin de la réunion plénière de l'OLP à Ramallah ce soir pour tenter de sortir l'autorité palestinienne de la crise. L'une des pistes privilégiées serait de relancer les négociations avec Israël après les prochaines élections, comme l'a déclaré Mahmoud Abbas. Les États-Unis pourraient installer des missiles dans les pays du Golfe pour les rassurer quant à la menace nucléaire iranienne. John Kerry était en Arabie Saoudite aujourd'hui. Et puis des informations alarmistes circulent quant à l'état de santé du guide spirituel iranien, l'ayatollah Khamenei. Atteint d'un cancer, il serait hospitalisé dans un état très grave. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Toutes les familles de l'autorité palestinienne sont donc réunies depuis hier à Ramallah pour tenter de trouver une solution à la crise à la fois financière et politique qui secoue l'autorité palestinienne. On le sait, les négociations avec Israël ont échoué depuis plusieurs mois et depuis, eh bien, l'autorité palestinienne menace tout simplement de s'auto-dissoudre, ce qui pourrait évidemment engendrer toute une série de problèmes. Qu'en est-il exactement? On va en parler avec nos invités. Bonsoir Ali Waked, vous êtes donc notre expert pour le monde arabe et musulman sur i24 News. Bonsoir Avi Pazner, ambassadeur d'Israël. Nous serons également à Ramallah avec nos envoyés spéciaux qui ont suivi donc cette journée de discussions, Shai Ben Ari, Maël Ben Olied et Amjad Abou Arafeh, pour avoir les toutes dernières informations, puisque cette assemblée plénière est en train de se terminer en ce moment. أي إجراء ضد السلطة سواء حجب أموال أو منع الحركة وكل ما يتعلق بما يحيط بإجراءات هذه الإجراءات كلها بتأثر على الشارع الفلسطيني. طب ما المجلس المركزي موجود قبل 22 سنة، موجود قبل اتفاق أوسلو، شو عمل؟ Alors c'est l'une des grandes questions donc posées par cette réunion plénière de l'autorité palestinienne de l'OLP en ce moment à Ramallah. Qu'adviendrait-il si l'autorité palestinienne disparaissait? Parce que c'est un scénario envisageable, Ali Waked, il faut aujourd'hui l'imaginer? Il faut l'imaginer, il n'est pas très envisageable, Jean-Charles, mais il faut quand même l'imaginer. Il y a pas mal de dirigeants au sein de l'OLP, au sein du Fatah et au sein des alliés du Fatah, notamment les organisations qui se trouvent dans le cadre des institutions de l'OLP, qui ont exigé et ils ont reçu la création d'une équipe de travail qui doit discuter des divers scénarios éventuels. Deux de ces scénarios, quelles seront les conséquences si l'autorité palestinienne décide de se dissoudre, de se démanteler, et si l'autorité palestinienne arrête la coordination sécuritaire avec Israël. C'est vrai que le grand titre, c'est Abou Mazen renouvelle sa volonté de reprendre les négociations avec le prochain gouvernement en Israël, mais les Palestiniens sont très pessimistes. Pour les Palestiniens, c'est une nouvelle fois un gouvernement de droite qui va gagner les élections en Israël, et donc il n'y aura pas un vrai changement dans la politique concernant les Palestiniens. Les Palestiniens qui ne peuvent pas payer les salaires, la compagnie d'électricité israélienne reçoit l'accord du gouvernement israélien de couper l'électricité sur les grandes villes palestiniennes de la Cisjordanie. Et Abou Mazen se trouve incapable de changer la vie quotidienne des Palestiniens et surtout de ne pas pouvoir leur accorder un horizon politique. Dans ce cas-là, la réunion a été très tendue. Même les alliés d'Abou Mazen ont exigé des mesures qui sont dures, qui sont différentes du caractère du président palestinien, voire essayer de ne pas seulement menacer, mais de prendre des mesures effectives sur le terrain qui envoient un message très clair.
aux Israéliens, mais aussi à l'électorat israélien. Alors justement, Avi Pazner, si l'autorité palestinienne aujourd'hui venait à disparaître, est-ce qu'il y a une responsabilité, puisque ça vient des accords d'Oslo, tout cela, est-ce qu'il y a une responsabilité d'Israël là-dedans? Mon cher Jean-Charles, je ne crois pas un moment que l'autorité palestinienne va être dissoute. Pas du tout. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure, Ali, qu'une équipe de travail a été formée pour penser qu'est-ce qui peut arriver ici. Vous savez ce qu'on fait en Israël quand on ne sait pas quoi faire, quand le gouvernement ne sait pas quoi faire, on forme un comité. OK? Les Palestiniens, ils sont comme nous, ils ont formé un comité. C'est bien. Je ne crois pas un moment à la dissolution de l'autorité palestinienne. C'est une menace, c'est comme un revolver sans balle. OK? C'est une menace vide. Qu'est-ce qu'il va faire, Abou Mazen? Il va jouer avec ses petits-enfants? Et tous les ministres palestiniens et tous les directeurs généraux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il a répété à plusieurs reprises que ça, c'est son vrai souhait de Oui, jouer mais avec ses petits. ça, dans 15 ans, ok, c'est aussi mon souhait à moi dans 15 ans, ok. J'y crois, allez, je n'y crois pas un moment. Ils ont le droit, évidemment, de menacer Israël, on a un contentieux, ok, mais je crois que l'autorité palestinienne va continuer. Certainement pas, ne va pas se dissoudre 10 jours avant les élections en Israël, quand on ne sait pas ce qui va se passer. C'est peut-être Netanyahou, c'est peut-être un mouvement, un gouvernement d'unité nationale, ça peut même être Herzog, on ne sait pas. C'est vraiment pas le moment de prendre des décisions. Si j'étais palestinien, je ne prendrais pas de décision, pas seulement maintenant. Il faut attendre, avec patience évidemment, il faut attendre qu'il y ait un nouveau gouvernement en Israël. Ça va prendre quelques semaines après les élections. Après, on pourra juger de l'avenir des relations israélo-palestiniennes. Moi, j'espère aussi que les négociations vont recommencer. Je l'espère aussi. Mais tout le monde comprend bien que ce n'est pas maintenant, que ce n'est pas dans un mois. Peut-être en été, on va voir. On va voir la composition du gouvernement israélien. On va voir aussi qu'est-ce qui se passe entre Abou Mazen et le Hamas. OK, parce que dans la situation actuelle de cette unité palestinienne avec le Hamas, ça rend les choses difficiles pour Israël. Donc, je crois que cette réunion, à ce moment-là, maintenant, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Je comprends qu'Abou Mazen, il a des difficultés. Israël a arrêté de transférer les fonds. Il y a des coupures d'électricité. Il y a un malaise dans la rue palestinienne. Il faut montrer qu'on fait quelque chose. Mais je ne crois pas au sérieux des menaces actuellement. Avi Pazner a bien décrit les calculs de l'autorité palestinienne et surtout du président palestinien Abou Mazen. C'est vrai qu'ils ne vont pas démanteler l'autorité palestinienne demain matin, même pas après les élections en Israël. Vous avez demandé si c'était quelque chose d'imaginable. J'ai dit qu'il faut l'imaginer, mais ce n'est pas envisageable, pas pour tout de suite. surtout pas pour tout de suite et même pas pour les mois à venir. Mais Jean-Charles, il faut prendre en considération l'âge d'Abou Mazen. Il faut prendre en considération qu'Abou Mazen ne se contente pas de ce soutien historique révolutionnaire duquel s'est contenté l'ancien chef palestinien Arafat. Il y a Abou Mazen, il a des opposants au sein du Fatah, des opposants dont on les entend très bien, Mohamed Dakhlan et autres, au sein du Fatah, au sein des organisations de l'OLP, mais aussi au sein des organisations islamistes, le Fatah, le Hamas et le djihad islamique. C'est vrai, donc, cette réunion avait pour but d'essayer de la part d'Abou Mazen de partager les responsabilités face à cette grande malaise que la rue palestinienne éprouve ces derniers mois, voire même ces dernières années, la détérioration de la situation financière, la coupure d'électricité, qui a laissé penser les Palestiniens qu'il n'y a pas de grande différence entre la Cisjordanie qui choisit la voie modérée, la voie de l'OLP, entre la bande de Gaza qui a choisi la voie du Hamas et des islamistes. Mais Jean-Charles, Abou Mazen, il est presque au bout de son souffle. Si mars-avril, le projet français n'est pas présenté comme le veulent les Palestiniens au Conseil de sécurité, il parle de la fin mars, début avril, que le nouveau projet sera déposé au Conseil de sécurité. Et si la formation du gouvernement israélien ne va pas laisser croire les Palestiniens qu'il peut y avoir un changement, à mon avis, moi je ne serais pas super surpris si le chef de l'autorité palestinienne décide de poser les clés, comme on dit en israélien, et rentrer chez lui. Encore une fois, Ali, je dois vous dire, je n'y crois pas un moment. Il va faire toutes sortes de choses, Jean-Charles. Il va aller se présenter à La Haye,
au tribunal international. 1er avril, hein, ils ont annoncé qu'ils Oui, oui, vont mais donner ce leur qui est plan. une grosse erreur, une très grosse erreur, pour 2 raisons. Premièrement, si vous voulez vraiment reprendre les négociations avec Israël, il ne faut pas qu'il y ait une épée de Damoclès sur la tête d'Israël. Israël ne va jamais reprendre des négociations sous menace. Et deuxièmement, cette épée dont je vous parle, elle est à double tranchant. Tout à fait. On a vu, par exemple, en Amérique, États-Unis. une cour de justice accuser les Palestiniens et leur demander réparation. Donc, c'est un jeu. Je comprends, c'est une danse diplomatique. On doit faire quelque chose avant les élections israéliennes. Je peux comprendre qu'on fasse des réunions, mais faire des choses concrètes. Si vraiment le 1er avril, l'autorité palestinienne porte plainte contre Israël à la Cour internationale de justice, cela va porter un coup très dur, un préjudice à la possibilité de reprendre des négociations. Et je crois qu'une majorité des Israéliens veulent reprendre une négociation, qu'ils soient de gauche, du centre ou de droite. Je ne parle pas des extrêmes. Une majorité le veut. Mais on ne s'imagine pas Israël reprendre des négociations sous des menaces. Pour les Ça ne se Palestiniens, fait ce n'est pas question est-ce que les négociations vont reprendre ou non, mais à quoi vont aboutir ces négociations. Les Palestiniens vont continuer leur marche dans les instances internationales et le tribunal international si jamais ils voient que le même gouvernement va continuer à travailler en Israël, surtout s'il y a un gouvernement de droite. Et je peux vous dire, Jean-Charles et Avi, cette fois-ci, ils vont bénéficier d'un soutien qu'on n'a pas vu de la part des États-Unis. Les Palestiniens ont suivent encore avec beaucoup d'attention l'attention entre le bureau du président américain et celui de M. Netanyahou, et ils espèrent en profiter. Ouais. Alors, je voudrais qu'on se rende justement à Ramallah tout de suite, retrouver notre envoyé spécial, Maël Benoliel, qui était donc là-bas aujourd'hui au plus près de cette réunion du comité central de l'OLP. Maël Benoliel, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Bonsoir. Oui, Jean-Charles, tout à fait. Je me trouve donc ici à Ramallah, tout près du siège de l'autorité palestinienne, la Moukata, où se tenait aujourd'hui un rassemblement des membres de l'Organisation de libération de la Palestine, à savoir l'OLP, cette organisation qui a été créée par l'ancien leader palestinien Yasser Arafat en 1970. Et aujourd'hui, cette dernière fait partie intégrante de l'autorité palestinienne. Et ses membres se retrouvaient donc aujourd'hui pour discuter de la possibilité de mettre un terme aux accords d'Oslo signés avec Israël en 1993. Accords qui définissent jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, les relations diplomatiques, politiques, économiques et bien sûr sécuritaires entre les deux frères ennemis, l'autorité palestinienne d'un côté et l'État d'Israël de l'autre. De cette conférence ici à Ramallah, peu d'informations ont filtré alors que les participants seraient encore en train de discuter à l'heure où je vous parle. Mais d'après différentes sources, il est peu probable de voir l'autorité palestinienne rendre caduc cet accord. Il s'agirait plutôt pour cette dernière de faire pression sur Israël et sur la communauté internationale dans le but de relancer les négociations de paix gelées ces derniers mois. Merci Maël Benoliel. Donc à Ramallah, donc on n'a pas évidemment encore de décisions, mais qui seront peut-être pas prises. Il y a quand même des éléments intéressants dans ce qu'on a vu. D'abord Mahmoud Abbas qui semble appuyer cette liste arabe unie qui s'est constituée. Grosse erreur. Alors ça aussi c'est quand même quelque chose. À mon avis, grosse erreur politique, diplomatique, pour quelques raisons que je vais énumérer. Premièrement, il ne faut pas que Abou Mazen se mêle de politique israélienne. Même si je peux comprendre, évidemment, qu'en tant que Palestiniens, ils disent « votez pour la liste arabe ». Mais ça, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, la liste arabe va être une liste sérieuse. Elle va avoir 12, 13, peut-être même plus. Mais elle a un plus grand potentiel. C'est-à-dire, il y a encore 3 ou 4 mandats arabes qui vont ou au Meretz, au parti de gauche, ou au parti travailliste. Donc, ce que fait maintenant Abou Mazen, en encourageant les Arabes pour voter pour cette liste arabe, premièrement, il se mêle de ce qui ne le regarde pas, premièrement, et deuxièmement, potentiellement, il affaiblit la gauche israélienne, parce que théoriquement, il devrait penser que peut-être nous avons 100 000 voix arabes qui se porteraient sur la gauche, et ça serait peut-être plus facile pour lui, ou alors, puisque j'étais ambassadeur en Italie, je suis devenu un peu machiavélique, ou alors peut-être Abou Mazen fait ça exprès
pour renforcer la droite, parce que c'est peut-être plus facile pour lui internationalement, après, d'avoir en face de lui un gouvernement de droite qui peine parfois à expliquer ses positions sur la scène internationale, qu'un gouvernement de gauche qui serait plus prêt à faire des concessions. Donc, de tout angle que vous regardez, Ali et Jean-Charles, de tout angle que vous regardez, c'est une grosse erreur d'Abou Mazen de se mettre à l'intérieur de la politique israélienne. Ah oui, ce n'est pas la première fois que les Palestiniens se mêlent de la politique israélienne. On sait qu'à la veille des élections précédentes, Abou Mazen et celle d'avant, Abou Mazen a convoqué toute une liste de journalistes israéliens pour essayer de remettre la vie dans ce qu'on connaît comme l'initiative arabe de paix, l'initiative saoudienne. Ça, c'est un. Deux, l'autorité palestinienne, selon diverses sources, a financé la campagne électorale de nombreux partis politiques arabes, le parti de Ahmad Tibi et d'autres partis. Mais trois, il faut comprendre, si on sort un peu de la sphère politique, ce qui s'est passé en Israël entre les partis arabes, c'est un processus sans précédent au sein même du monde arabe entier, que communistes, nationalistes et islamistes se réunissent au moment où le monde arabe est déchiré entre les forces politiques et déchiré entre des forces ethniques pour dire la minorité arabe en Israël envoie un message au monde arabe disant que malgré nos divergences idéologiques, quand il y a un but commun, nous on s'unit autour de ce but. On s'unit pour les élections, Ali, on s'unit pour passer le seuil de 3,25%. Oui, mais après les élections, moi je suis sûr que les islamistes et les communistes et les nationalistes, ils ne vont pas être ensemble. Il faut voir comment est-ce que les articles dans la presse arabe se demandent, est-ce que ce modèle autour des élections, comme vous l'avez dit, peut se répéter dans le monde arabe quand nationalistes et islamistes sont en train de se battre, quand communistes et autres sont en train de se massacrer. Donc il y a un peu plus d'intérêt qui est au-delà des urnes, au-delà du pourcentage et du taux de participation. Moi, je crois que, comme toute chose naturelle, il m'est très difficile d'imaginer qu'après les élections, peut-être quelques mois, oui, ils vont rester ensemble, que les communistes et les islamistes restent ensemble. Les nationalistes, ils peuvent aller avec les deux s'ils le veulent. Mais ce n'est pas seulement les Arabes qui font ça. Du côté des Juifs aussi, vous avez le parti d'Eli Shai qui s'est mis avec le parti de Kahana, là, qui s'est mis ensemble. Et il le dit, Eli Shai le dit, après les élections, c'est fini. Je les laisse, je pars ensemble. Alors ça, la liste arabe ne le dit pas, évidemment, parce que maintenant c'est une grande liste. Elle peut vraiment avoir un résultat respectable. 12, par exemple, 12, elle peut être le troisième parti de la Knesset. Ils ne le disent pas. Je serais très étonné, Ali, et j'aimerais bien qu'on en reparle dans un an, hein, si vous m'invitez, Jean-Charles, d'accord ? Dans un an. On en reparle. Moi, je vous dis que vous verrez 3 partis arabes dans la Knesset. Mais est-ce qu'à votre avis, peut-être juste après les élections, cette liste pourrait, ne serait-ce qu'appuyer une coalition de gauche, parce qu'il y a des discussions qui ont lieu en ce moment et que la gauche a besoin de cette liste arabe unie. Est-ce qu'il pourrait appuyer la formation d'une coalition sans participer à un gouvernement ? Est-ce que c'est envisageable, ça ? Oui, c'est envisageable. Je pense que Bougie Herzog a entamé déjà, je ne veux pas dire des négociations, mais un dialogue assez discret avec les partis arabes. Si Herzog a une chance de former le gouvernement, contrairement à la dernière fois et aux élections précédentes, la liste arabe unie ne va pas s'abstenir et va prononcer le mot de Bougie Herzog au président israélien. Bon, ça c'est une possible, première information. je suis d'accord, c'est possible. Alors, il y a également dans cette actualité, parce qu'on voit donc en ce moment du côté de Ramallah, il y a de gros problèmes. Et alors à Gaza, pendant ce temps, on voit que déjà le pouvoir échappe encore à Abbas de ce côté-là. Il n'y a pas de nouveau, et ce n'est pas la réunion d'aujourd'hui qui fait changer les choses. Non, pas du tout. Si Abou Mazen voulait envoyer un message de réconciliation au Hamas, les derniers accords entre Hamas et Fatah impliquaient la participation du Hamas dans les institutions de l'OLP. Abou Mazen pouvait au moindre inviter le Hamas et le djihad islamique pour participer
même pas à titre officiel, au moins en tant qu'inspecteur dans cette réunion. Il a préféré ne pas faire cela. Les médias du Fatah ont mentionné comment est-ce que le Hamas a fait de sorte que les membres du Fatah de la bande de Gaza ne peuvent pas venir en Cisjordanie assister à cette réunion et que les forces de sécurité du Hamas ont empêché les délégués Fatah du Conseil central de participer dans la réunion. Abu Mazen ne va pas aller en ce moment-là plus envers le Hamas quand il sait que tout peut être utilisé par Benjamin Netanyahu, peut fâcher, peut agacer l'administration d'Abdel Fattah Sisi en Égypte, qui a déclaré le Hamas, pas seulement sa branche politique, mais le Hamas en tant que mouvement politique, organisation terroriste. Mais Abu Mazen, les choix d'Abu Mazen sont très difficiles. Faire partie d'un complot israélo-palestinien, égyptien, de reprendre le pouvoir par force à la bande de Gaza, c'est pas un scénario envisageable pour le président palestinien. Et dans ce cas-là, la bande de Gaza, à moins qu'il y a une décision entre Israël, Égypte et l'autorité palestinienne, va rester sous le pouvoir du Hamas. Ça, c'est un problème quand même, Avi Pazner, parce que ça ne laisse pas augurer d'évolution des négociations, autant qu'il y aura cette dualité entre... Bien sûr. Et surtout qu'il ne faut pas oublier, j'aimerais le rappeler, que quand même, il y a un accord entre l'autorité palestinienne et le Hamas. Il y a un accord. En Israël, on appelait ça un gouvernement d'union nationale. Ce n'est peut-être pas exactement la définition, mais il y a un accord. Mais ceci dit, je crois que la situation du Hamas n'a jamais été plus difficile. Jamais. De toute son existence. Complètement isolé, pas seulement par Israël, mais par l'Égypte. Mais alors complètement maintenant, comme vous l'avez dit, Ali, les Égyptiens reconnaissent le Hamas lui-même comme une organisation terroriste, ce qu'Israël dit depuis 20 ans. Ce que d'ailleurs l'Europe dit elle aussi, malgré le fait qu'il y a eu dernièrement des voix au sein d'une institution juridique qui dit comment ça se fait que le Hamas soit encore reconnu comme une organisation terroriste. C'est une organisation terroriste. Il y a eu des dégâts énormes à Gaza pendant la guerre cet été, énormes, et rien n'a encore été fait pour la reconstruction, parce que tout est bloqué, ok ? Donc, je crois que le Hamas est dans une situation pitoyable. Mais ça peut être aussi une situation dangereuse. Ça peut être comme un animal blessé, ok ? Il faut faire bien attention. Il ne faut pas seulement se frotter les mains et dire « Ah oui, l'Égypte a déclaré le Hamas organisation terroriste. L'Égypte a fermé tous les passages. » C'est vrai. Il faut maintenant qu'Israël, je dis maintenant, quand je dis maintenant, après les élections, ok ? Dans quelques semaines, qu'on pense que faire avec cette bande de Gaza ? Que faire avec le Hamas ? Est-ce qu'on doit maintenir cette fermeture, qui est quand même poreuse, comme on l'a vu malheureusement, qu'il y a eu des contrebandes, etc., ou bien essayer de faire des gestes, pas des gestes politiques, je ne parle pas de gestes politiques, je parle de gestes humanitaires, je parle de gestes renforcer un peu le sens à Gaza que s'il n'y a pas d'autres partenaires, ok, peut-être après tout Israël, pourquoi pas, comme l'autorité palestinienne. Il peut y avoir une évolution de la pensée du Hamas. Il peut y avoir, ça prendra du temps. Mais il y a là espoir et danger en même temps. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on apprend qu'Israël va, pour la première fois depuis 2007, réimporter des fruits et légumes de Gaza vers Israël. Alors, ça correspond aussi au fait qu'en Israël, tous les 7 ans, c'est une loi religieuse, on laisse reposer la terre et on n'en cultive pas les fruits et les légumes. Mais c'est quand même un événement, Ali Wakel. Est-ce que ça veut dire qu'on renoue finalement le contact aujourd'hui, ou c'est uniquement une initiative commerciale privée? Mais je sais très bien que d'une façon silencieuse, dans les dernières semaines, Israël laisse rentrer des centaines des ouvriers de la bande de Gaza pour pouvoir travailler en Israël. Et ça n'a pas eu lieu depuis le début de la deuxième intifada en l'an 2000. Les camions israéliens continuent à rentrer dans la bande de Gaza pour vendre les marchandises et non pas pour des contributions humanitaires, mais pour vendre les marchandises des usines et des entreprises israéliennes. Mais moi, je pense que l'intérêt
l'intérêt d'Israël, surtout quand Israël est dirigé par le gouvernement de droite, et l'intérêt du Hamas, il est le même, affaiblir Abu Mazen, garder le status quo dans le cadre duquel le Hamas conserve une certaine autorité à la bande de Gaza, peut payer les salaires des fonctionnaires de la bande de Gaza, peut exporter des marchandises de la bande de Gaza et surtout peut voir les passages avec Israël ouvrir, maintenant que le passage avec l'Égypte est quasiment fermé toute l'année. Et donc Israël reste le dernier espoir du Hamas. Et pour renforcer ce qu'a dit Avi Pazner sur l'isolement du Hamas, même le processus de réconciliation que le Hamas a commencé il y a 2-3 mois au Liban avec l'Iran ne progresse pas dans le rythme que le Hamas a espéré. Le Hamas qui a vu le Qatar un peu plus hésitant dans son soutien grâce au rapprochement saoudi-qatari. Le Hamas qui voit que le soutien de la Turquie ne remplace pas les 200 millions de dollars versés par l'Iran, espérait voir les relations avec le Hamas, avec l'Iran, se réchauffer, se rapprocher, mais les Iraniens qui sentent que le Hamas est en position très affaiblie, veulent voir le Hamas beaucoup plus affaibli pour qu'il soit beaucoup plus facile à manœuvrer et à devenir une partie intégrale dans le système géopolitique iranien. Je vois là un grand danger, je vois là une grande menace pour Israël venant de l'Iran. Parce que vraiment, je ne parle pas maintenant de l'arme nucléaire iranienne, c'est clair, on en a débattu, on a tout dit là-dessus, tout le monde est d'accord que l'Iran... Mais l'Iran, ce n'est pas seulement l'arme nucléaire. L'Iran, c'est la pénétration un peu partout aujourd'hui dans tout le Moyen-Orient. Ils sont partout. Ok, ils sont au Liban avec le Hezbollah. Ils sont en Syrie physiquement puisqu'ils sont là-bas. Ils sont maintenant au Yémen avec les Houthis. Ils sont en Irak un peu partout. Ils sont partout. Il ne manque plus maintenant que de les avoir à Gaza aussi. Ok. Ils sont partis. J'espère qu'on pourra éviter un retour iranien à Gaza, parce que vraiment, j'aimerais vous rappeler l'incident qu'il y a eu il y a un mois sur le Golan, que les Iraniens essaient de s'installer sur le Golan aussi. Il y a là un danger stratégique à long terme pour Israël qui est beaucoup plus grave que le Hamas. Merci Avi Pazner, merci à vous Ali Waqued. Donc voilà ce que l'on peut dire de cette réunion importante qui se tenait depuis hier et qui se termine en ce moment donc à Ramallah, du comité central de l'OLP, toutes les composantes donc de l'autorité palestinienne. Merci à tous les deux. Dans un instant, on va se retrouver pour évoquer d'ailleurs la situation liée à l'Iran, l'inquiétude des monarchies du Golfe et la visite de John Kerry qui est venu aujourd'hui pour tenter de rassurer l'Arabie Saoudite. Il était à Riyad. On en parle dans un instant. Restez avec nous. Fin de la réunion plénière de l'OLP à Ramallah pour tenter de trouver une issue à la crise qui secoue l'autorité palestinienne. Reportage à Ramallah dans un instant. Les États-Unis pourraient installer des missiles dans les pays du Golfe pour les rassurer quant à la menace nucléaire iranienne. John Kerry était en Arabie Saoudite aujourd'hui. Information alarmiste quant à l'état de santé du guide spirituel iranien, l'ayatollah Khamenei, atteint d'un cancer. Il serait hospitalisé depuis quelques jours dans un état très grave. C'est donc en ce moment, on en parlait à l'instant, que se termine cette réunion plénière de l'OLP à Ramallah pour décider de l'avenir de l'autorité palestinienne, menacée à la fois par une crise financière, mais aussi politique, puisqu'elle n'arrive toujours pas à reprendre, par exemple, possession du pouvoir politique effectif à Gaza. Comment, justement, la population et les Palestiniens à Ramallah vivent-ils cette situation? Reportage de nos envoyés spéciaux, Shai Benari avec Leslie Rezoug. Alors que les dirigeants palestiniens envisagent l'annulation des accords d'Oslo, les habitants de Ramallah, eux, ne semblent pas préoccupés par cette éventualité. Tout d'abord, nous devons revoir ces accords, car certains d'entre eux sont anciens et n'ont plus de valeur à notre époque. Les dirigeants doivent sérieusement reconsidérer ces accords avec Israël.
Avec assez de volonté politique et avec un soutien populaire, je pense qu'il pourra annuler ces accords. Une décision qui conduirait au démantèlement de l'autorité palestinienne et à la fin de la coopération sécuritaire avec Israël. Les humoristes étant réputés pour savoir prendre le pouls de la société, nous avons demandé l'avis de Karim Roumani, l'un des plus grands artistes de la scène comique palestinienne. J'espère que le Conseil central et Mahmoud Abbas commenceront à faire face aux vrais problèmes, comme celui des réfugiés, les agressions à Jérusalem, le vol des terres, la guerre à Gaza. Il y a des millions de problèmes que doit gérer le Conseil et pour lesquels il doit agir. En janvier dernier, l'autorité palestinienne avait déposé une plainte contre Israël auprès de la CPI. En réponse, l'État hébreu avait gelé près de 350 millions d'euros de taxes destinées à l'autorité. Conséquence, les fonctionnaires palestiniens ne touchent qu'une partie de leur salaire depuis près de 3 mois. Au sein de la direction palestinienne, les avis sont partagés. Les plus radicaux prônent l'arrêt pur et simple de la coopération avec Israël. Les autres préfèrent attendre les résultats des élections législatives du 17 mars prochain. Mahmoud Abbas a pour sa part appelé les Arabes israéliens à participer au scrutin. Une prise de position inédite de la part du dirigeant. S'il n'a bien sûr pas précisé qui il supportait, un tel appel pourrait bénéficier à la liste arabe commune, déjà bien placée dans les sondages. Au cours de ces prochaines 24 heures, la décision finale sur l'avenir de l'autorité palestinienne et de la coopération avec Israël devrait être annoncée. Voici le retour du parapluie nucléaire. Ce terme avait été utilisé durant la guerre froide pour évoquer la présence de missiles américains sur le sol européen afin de dissuader l'URSS d'utiliser ses armes nucléaires contre l'Europe. Eh bien, le même procédé pourrait être utilisé de nouveau par Washington, mais cette fois dans le Golfe, face à la menace iranienne. C'est d'ailleurs tout le sens de la visite de John Kerry en Arabie Saoudite aujourd'hui. Léa Berdugo. Opération séduction pour John Kerry. Après Montreux, direction Riyad, objectif rassurer les monarchies du Golfe inquiètes quant aux négociations sur le nucléaire iranien. Même si nous sommes engagés dans ces discussions avec l'Iran sur son programme nucléaire, nous ne lâcherons pas des yeux les actes déstabilisateurs de l'Iran dans des endroits tels que la Syrie, le Liban, l'Irak et la péninsule arabique, le Yémen en particulier. Et qu'il y ait ou non un accord, les États-Unis demeureront pleinement engagés face à l'Iran, y compris son soutien au terrorisme. Selon un haut responsable militaire américain, les États-Unis envisageraient même de proposer une protection anti-missile aux pays du Golfe. Une batterie américaine THAAD pourrait être déployée dans la région. Il s'agit d'un système d'interception de missiles de longue portée tels que les Scud. Des officiels militaires américains s'étant plusieurs fois par le passé inquiétés de la profusion du programme balistique iranien. Cependant, selon certaines sources, le déploiement d'un système THAAD ne serait pas imminent. Autre volet des discussions, la lutte contre l'État islamique. Plusieurs monarchies du Golfe participent aux frappes contre le I en Irak et en Syrie. Riyad a lancé ses premiers raids en septembre. Le royaume wahhabite estime désormais que la coalition internationale devrait relever le défi au sol. L'intention de John Kerry et celle de la communauté internationale est d'empêcher l'Iran de développer l'arme nucléaire. Mais comme il le dit, cela ne doit pas être réalisé en oubliant tout ce que fait l'Iran. C'est là la principale préoccupation du Conseil de coopération du Golfe. Le ministre des Affaires étrangères a en outre déploré l'implication sur le territoire irakien de l'Iran, son rival régional. Il a mentionné le rôle de Téhéran et des milices chiites dans l'offensive menée par les forces irakiennes pour reprendre la ville clé de Tikrit. L'Iran est en train de prendre le contrôle du pays, a déclaré le prince Saoud Al-Faisal. Jugé trop proche des Iraniens par les monarchies du Golfe, les Américains doivent maintenant tenter de faire pencher la balance pour assurer leurs alliés. Et justement, à propos de l'Iran, c'est une information encore non officielle, mais qui, en tout cas, circule de manière insistante. Le guide spirituel de la République islamique, Ali Khamenei, aurait été hospitalisé dans un état très grave. Celui qui incarne la ligne dure du régime iranien souffrirait d'un cancer en phase terminale. Cyril Amar. Info ou intox. Selon le quotidien israélien Israël Hayom, le guide suprême iranien
l'ayatollah Ali Khamenei aurait été transporté d'urgence aujourd'hui vers un hôpital de Téhéran. Après avoir subi une opération, il serait selon le journal dans un état critique. La semaine dernière déjà, le quotidien Le Figaro affirmait qu'Ali Khamenei était atteint d'un cancer de la prostate de stade 4. Selon des informations obtenues par le journal auprès des services de renseignement occidentaux, l'espérance de vie du guide suprême, âgé de 76 ans, serait évaluée à 2 ans. Un diagnostic plus grave que prévu, établi en septembre dernier, après une ablation partielle de la prostate. À l'époque, les journaux iraniens s'étaient alors fait l'écho du succès de l'intervention chirurgicale. Sur cette vidéo officielle, on aperçoit même le guide spirituel, en pleine promenade de santé dans les montagnes de Téhéran. Depuis l'opération, c'est la première fois que je peux venir dans les montagnes. C'est le conseil de mes médecins qui m'ont dit qu'il est bon de marcher dans les montagnes, que c'est bon pour le corps. Mais depuis les apparitions publiques de celui qui a succédé à l'ayatollah Khomeini et qui dirige l'Iran depuis un quart de siècle se font de plus en plus rares. Les médias officiels se contentant de distiller ces photos avec parcimonie. S'il venait à se dégrader davantage, l'état de santé d'Ali Khamenei pourrait avoir un impact sur les négociations avec le groupe des 5+1, car lui, et lui seul, est mandaté pour valider tout accord avec l'Occident. Alors, information qui mérite qu'on s'y arrête un instant avec vous, Cyril Amar, bonsoir. Bonsoir. On va évoquer justement si cet affaiblissement et peut-être donc disparition programmée de Khamenei pourrait avoir un impact sur les négociations en cours avec l'Iran. Alors cette information sur l'état de santé de l'ayatollah Khamenei intervient effectivement en pleine négociation avec l'Occident sur le nucléaire iranien. Or, vous le savez, celui qui négocie avec le groupe des 5+1, c'est le président Hassan Rouhani. Or, celui qui doit prendre la décision finale de signer ou non cet accord avec les puissances occidentales, c'est le guide suprême et lui seul. Alors, la question que tous les observateurs se posent ce soir, c'est la suivante. S'il se sait condamné, Ali Khamenei va-t-il vouloir rester aux yeux des Iraniens comme celui qui a réussi à lever finalement les sanctions occidentales contre son pays, ou bien va-t-il au contraire être soucieux de préserver l'esprit de la révolution islamique si cher à son prédécesseur, dont on a vu les images ici, l'ayatollah Khomeini. Alors, la succession justement de Khamenei est-elle préparée ? Alors oui ou non, il va certainement avoir une guerre de succession, mais les candidats, il y en a plusieurs. Il y a d'abord celui qui est peut-être en bonne position, celui qui est peut-être le mieux placé. Il s'agit de l'ayatollah Hachemi Charoudi, et c'est un ayatollah de 66 ans, plutôt modéré, bien qu'il soit proche de l'ayatollah actuel Ali Khamenei. Il préside actuellement l'Assemblée des experts, c'est ce conseil de 86 religieux chiites chargés de choisir le guide suprême. Autre possibilité, on les voit, le radical Ahmad Khatami, c'est l'imam de la grande mosquée de Téhéran, dont les prêches du vendredi sont particulièrement appréciées par le clergé chiite en Iran. Et puis les deux derniers présidents de la République islamique, Hachemi Rafsanjani, 81 ans, et Hassan Rouhani, 70 ans, qui pourraient eux aussi être intéressés par le poste. Mais Jean-Charles, il serait jugé trop modéré et surtout pas assez qualifié sur le plan religieux. Et une guerre est-elle possible entre ces 4 hommes ? Alors pas vraiment, parce que quel que soit le successeur, il ne devrait pas avoir de grands changements. La passation de pouvoir, comme du reste cela avait été le cas après le décès de l'ayatollah Khomeini en 89, une passation qui devrait se faire en douceur, sans trop grands changements. Une figure de compromis même pourrait être trouvée pour éviter l'instabilité politique en Iran, en tout cas réformateur ou conservateur. L'Iran n'a pas intérêt à revenir à l'isolement diplomatique après avoir montré une certaine disposition à l'ouverture avec l'Occident et surtout, Jean-Charles, en avoir largement tiré profit. Merci Cyril Amar pour cette analyse. L'Iran justement qui annonce encore aujourd'hui avoir réussi à libérer son diplomate enlevé au Yémen en 2013, un succès qui est attribué au service de renseignement iranien sans plus de détails. Ce diplomate enlevé en 2013 était vraisemblablement aux mains d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Une pression militaire sera sans doute nécessaire pour faire partir Assad du pouvoir en Syrie. C'est cette déclaration américaine qui laisse peut-être augurer d'un changement de stratégie dans le conflit syrien, et ce au moment où de terribles combats sont signalés à Alep entre les rebelles et l'armée d'Assad. Maxime Pérez. Depuis l'attaque d'un des principaux QG de l'armée de l'air syrienne, Alep est de nouveau le théâtre de violents combats entre rebelles et forces pro-Assad.
Une quarantaine de morts hier, et ce jeudi, ce sont les troupes du régime qui ont repris l'initiative. Dans le quartier de Jamayat Azara, situé dans l'ouest de la ville, les deux camps se bombardent mutuellement. Aidé par son aviation, l'armée d'Assad tente de déloger les rebelles, qui eux ne parviennent toujours pas à s'emparer du bâtiment visé la veille et partiellement détruit par l'explosion d'une puissante charge. Ces violences surviennent 3 jours après le rejet par l'opposition d'un plan du médiateur de l'ONU, Staffan de Mistura, visant à un gel des combats à Alep. Dans un communiqué particulièrement sévère, la Commission des forces de la révolution à Alep avait annoncé dimanche son refus de toute trêve qui ne soit pas basée sur une solution globale de la question syrienne. En d'autres termes, une solution qui passe par le départ de Bachar el-Assad. Un avis partagé par le secrétaire d'État américain John Kerry, en visite à Riyad ce jeudi. Bachar el-Assad détruit ce pays, sa population et tout processus. Il détient un pouvoir qui n'est plus le sien. Son peuple lui a clairement retiré toute légitimité. Faisant écho aux propos de John Kerry, le général Martin Dempsey, chef d'état-major de l'armée américaine, a affirmé ces dernières heures que des forces spéciales pourraient être prochainement envoyées en Syrie. Leur mission, épauler au sol des groupes rebelles modérés, pour enfin leur donner l'avantage sur le terrain. Et à Tikrit, en Irak, les islamistes de l'EI auraient incendié un puits de pétrole autour de la ville pour tenter de contrer l'offensive actuelle de l'armée irakienne. Une offensive soutenue, on le sait, activement par l'Iran et ses milices chiites. Julia Guénancia. Les autorités irakiennes se battent pour libérer Tikrit, deuxième ville de la province de Salah Eddin. Appuyées par des miliciens chiites et des tribus sunnites, les forces armées étaient à plus de 20 km de la ville de Tikrit, située à 160 km au nord de Bagdad. Les combattants progressent depuis 3 fronts, de la cité de Samara au sud, du camp militaire de Specher au nord et de la province de Dilaya à l'est. Au cours de cette opération à Salah Eddin, nous allons prouver au monde entier que l'Irak est uni et ne peut être divisé. Depuis le début de l'opération lundi, il n'y a pas eu de confrontation directe avec les djihadistes. Les forces avancent lentement et méthodiquement car des tireurs sont embusqués et des bombes placées au bord des routes. Bagdad a annoncé avoir mobilisé 30 000 hommes et l'aviation pour cette offensive, représentée comme la plus massive depuis la prise par l'État islamique en juin 2014 de pans entiers du territoire irakien. Située entre Bagdad et Mossoul, Tikrit, berceau de l'ex-président Saddam Hussein, est la deuxième ville la plus importante conquise par l'État islamique en Irak, après celle de Mossoul, à 350 km au nord de Bagdad. Pour les autorités, la prise de Tikrit représenterait un tremplin sur le chemin de la libération de Mossoul. Mais selon l'ONU, l'offensive des forces gouvernementales irakiennes pour reprendre aux djihadistes cette ville a déplacé près de 28 000 personnes. Important remaniement ministériel en Égypte. Le président Al-Sisi a choisi de limoger d'un coup 8 de ses ministres, dont celui de l'Intérieur. Un poste clé désormais confié à un général, alors que l'Égypte fait justement face à une série d'attentats quasi quotidiens au Caire, attentats attribués à des groupes islamistes. Un attentat nationaliste a visé l'ambassadeur des États-Unis en Corée du Sud la nuit dernière. Il a été blessé à coups de couteau par un homme qui entendait dénoncer la présence militaire américaine dans ce pays en guerre contre son voisin du Nord, Elsa Mourgue. L'ambassadeur américain Mark Lippert assistait à un repas de travail dans le centre de Séoul quand il a été attaqué au couteau. Le diplomate de 42 ans a été blessé 2 fois au visage et à la main avec ce couteau de cuisine de 25 cm. Son agresseur a été immédiatement mis à terre par des gardes du corps. La police a identifié le suspect comme étant Kim Ki-jong. Peu avant l'attaque, ces images montrent l'assaillant sortir de chez lui et se diriger vers le lieu de l'agression. L'homme est connu des services de police sud-coréens, notamment pour avoir lancé une pierre sur l'ambassadeur du Japon à Séoul en 2010. Les enquêteurs ont d'ores et déjà des pistes quant au mobile de l'attaque. Le suspect Kim Ki-jong a dit avoir commis ce crime contre l'ambassadeur des États-Unis pour protester contre les exercices militaires américains qui entravent la réconciliation entre le Sud et la Corée du Nord. L'attaque a été condamnée unanimement à l'international, exception faite de la Corée du Nord, qui a qualifié l'agression d'acte de résistance et de juste châtiment contre la présence militaire américaine en Corée. Une présence militaire qui fait débat et qui est rejetée notamment par les nationalistes sud-coréens. Cette alliance date des années 50, en pleine guerre froide, alors que la Corée du Nord était soutenue par l'URSS.
Les États-Unis, eux, avaient fait le choix de soutenir la Corée du Sud. Pour Barack Obama, le pays est devenu l'un des alliés les plus proches de l'Amérique. Et pour les autorités sud-coréennes, pas de doute, quand on attaque les États-Unis, c'est la Corée du Sud que l'on blesse. Cet incident n'est pas seulement un acte de violence physique contre l'ambassadeur américain à Séoul, mais c'est aussi une attaque contre l'alliance Corée du Sud-États-Unis, ce qui ne peut être toléré. Au moins 30 000 soldats américains sont stationnés de façon permanente en Corée du Sud. Et en cas de conflit armé avec son voisin du Nord, ce sont les États-Unis qui devraient assurer les opérations militaires pour le compte de la Corée du Sud. À l'heure où l'antisémitisme connaît une flambée importante en Europe, il n'épargne pas non plus l'Allemagne, malgré le souvenir encore tenace de la période nazie. Et pour illustrer ce phénomène, l'ambassadeur d'Israël en Allemagne a accepté de mettre en scène la lecture de messages d'insultes qu'il reçoit quasi quotidiennement. Résultat étonnant. Leslie Rezoug. Une pluie d'insultes et de messages de haine, c'est le quotidien de l'ambassadeur d'Israël en Allemagne. Mercredi dernier, à l'initiative du quotidien Le Berliner Morgenpost, Yaakov Adas Anselman a révélé les messages antisémites que l'ambassade reçoit quotidiennement. Inspirée par Les célébrités lisent des lettres d'insultes, une émission de ABC, la lecture de l'ambassadeur est édifiante. Entre apologie du nazisme et diatribe antisémite, l'idéologie des auteurs de ces emails et autres courriers semble claire. Euch auf dem Holocaust ausruht und nichts arbeiten wollt. Dein Mutter schreit, Kindermörder, ich hoffe, in dein Arsch fliegt eine Rakete. Seid Mörder, kapiert das? Alle hassen euch, Gott bestrafe euch und eure Familien, damit ihr wisst, wie es ist. Si le nombre de mails haineux a atteint son apogée pendant l'opération Bordure Protectrice cet été, avec 20 000 mails par jour, Yaakov Adas Anselman affirme continuer à en recevoir une vingtaine par jour. Et ce n'est pas tout, dans la masse de courriers reçus, certaines caricatures particulièrement nauséabondes. L'une d'elles montre l'ambassadeur affublé d'une moustache ressemblant à celle d'Hitler. Un passé noir que certains Allemands semblent donc regretter, malgré l'engagement d'Angela Merkel pour endiguer l'antisémitisme dans le pays. La vidéo a reçu plus de 15 000 vues sur YouTube et Facebook, et une campagne de soutien à Israël a également été lancée sur les réseaux sociaux. Elle compte déjà plus de 8 000 fans. C'était il y a tout juste un an, dans l'océan Indien, la disparition du vol de la Malaysian Airlines MH370. À son bord, 239 personnes et un mystère qui reste entier aujourd'hui encore. Aucune explication n'a pu être donnée aux familles, faute d'avoir pu retrouver l'épave de l'appareil. Julia Ganancia. Un an après les faits, la disparition du vol MH370 de la Malaysian Airlines demeure une énigme. Déclarations contradictoires, lenteur dans la communication des informations, impossible de tourner la page pour les familles des victimes qui n'acceptent pas la déclaration officielle d'accident ouvrant la voie à des dommages et intérêts. Elles réclament des preuves accusant le gouvernement comme la compagnie aérienne de cacher des informations. Le gouvernement chinois a dit qu'il espérait que pour cette nouvelle année, les passagers puissent être retrouvés. Mais après un mois, le gouvernement malaisien a dit qu'ils étaient tous morts. Aucun des proches ne peut accepter cela, parce qu'il n'y a pas de preuves. Les spéculations demeurent principalement concentrées autour d'une défaillance mécanique ou structurelle, une prise d'otage ou un acte terroriste. Mais rien n'est jusqu'alors venu étayer l'un ou l'autre scénario. Le mystère autour de ce drame a alimenté une série de théories complotistes. Je ne sais pas si c'est un acte terroriste, mais il y a très vraisemblablement dans cette disparition, au départ, un acte délibéré de cacher l'avion, en quelque sorte, au système de contrôle aérien. La coupure des moyens de communication et la coupure du transpondeur qui permet d'identifier l'avion par le contrôle aérien civil ont été simultanées avec le changement de trajectoire. Donc là, il y a une concordance, une concomitance d'événements qui laisse penser que très vraisemblablement, il y a au départ un acte volontaire. L'opération de recherche est la plus vaste jamais organisée pour retrouver un avion. Elle est dirigée par l'Australie et doit s'achever en mai. Les autorités n'ont pas encore décidé ce qui se passera si rien n'est découvert d'ici là. Mais dans quelques mois, les tempêtes de l'hiver austral vont commencer à affecter toute opération. On passe à l'économie tout de suite.
Lionel Friedfeld est avec nous. Bonsoir Lionel. Bonsoir Charles. Analyste financier. Alors plusieurs choses dans l'actualité aujourd'hui. Tout d'abord, la clôture hier soir à Barcelone du salon mondial du mobile. Qu'est-ce qu'on en retient? Effectivement, ce World Mobile en fait qui a été tenu à Barcelone. Alors quelques effets d'annonce comme Samsung qui ont dit qu'il allait avoir un nouveau Galaxy 6 et un Galaxy Edge. Une news intéressante, c'est notamment Xiaomi, l'étoile montante de la high-tech chinoise, qui va notamment mettre sur le marché une petite caméra qu'on va pouvoir embarquer. Mais la véritable nouvelle, en fait, c'est Facebook et Google. En fait, on s'en souvient l'année dernière qui s'était un petit peu disputé avec les opérateurs de télécom. Cette année, Mark Zuckerberg, le CEO de Facebook, est venu avec un message de paix en disant que les investissements en dizaines de milliards servaient notamment à connecter plus de monde, et qui dit une connexion avec plus de population, dit plus d'utilisation notamment pour Facebook et Google. Google qui a notamment annoncé la création d'un opérateur virtuel aux États-Unis, et donc on se demande comment justement ils ne vont pas pouvoir concurrencer notamment les opérateurs classiques aux États-Unis. Alors ça c'est l'information effectivement de Barcelone. On part maintenant en Chine avec l'annonce aujourd'hui du chiffre de la croissance chinoise. C'est impressionnant, mais c'est en baisse. Effectivement, c'est une journée importante pour la Chine. C'est l'Assemblée nationale, on va dire, des dignitaires du parti qui valide les directives économiques. 7%, c'est moins bien que l'année dernière à 7,5%, ralentissement de la Chine. Mais effectivement, il y a un ralentissement mondial, notamment dû à l'Europe. Deuxième effet d'annonce, c'est un renforcement du plan d'anticorruption. La Chine fait le ménage, notamment dans ses banques. Les dirigeants, notamment de la Banque d'agriculture et la Banque de Pékin, ont été, on va dire, mis en prison pour certains dirigeants. Et troisièmement, intéressant, c'est que Pékin va sans doute autoriser à ce que la fluctuation du yuan, donc la monnaie chinoise, en fait, fluctue de façon de plus en plus importante. C'est en tout cas pour préparer le terrain pour une éventuelle dévaluation du yuan. Alors, l'information maintenant pour terminer de cette soirée, c'est la chute de l'euro qui est tombée à 1,10$ ce soir, plus bas niveau depuis 11 ans. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, c'est logique puisqu'il y a un discours aujourd'hui du président de la BCE, Mario Draghi, en fait, qui a annoncé son plan d'assouplissement quantitatif pour le 9 mars, ce qui veut dire on fait marcher la planche à billets, donc mécaniquement l'euro, on va dire, arrive vers une parité un peu plus naturelle. 1,10, sans doute vers la fin d'année, ça sera peut-être 1 euro est égal à 1 dollar, ce qui est dans la logique des choses. Et ben voilà, donc pour ces précisions, merci Lionel Friedfeld. On évoquait longuement hier le spectaculaire rebondissement dans l'enquête sur l'attentat de la rue des Rosiers en 1982 à Paris. 3 mandats d'arrêt émis contre 3 Palestiniens soupçonnés d'être les auteurs de cet attentat antisémite qui avait fait 6 morts et une vingtaine de blessés. L'un de ces suspects vit aujourd'hui à Ramallah. Et Maël Benoliel est parti sur ses traces au cœur de cette ville gérée par l'autorité palestinienne. Reportage. Près de 33 ans, c'est le temps qu'il aura fallu à la justice française pour identifier les 3 auteurs de l'attentat antisémite de la rue des Rosiers. Selon le juge d'instruction en charge de l'affaire, ces auteurs seraient des Palestiniens âgés aujourd'hui d'une 50aine d'années. L'un d'entre eux vivrait aujourd'hui en Norvège, le second en Jordanie et le dernier en Cisjordanie. C'est quelque part ici, à Ramallah, à seulement 15 km de Jérusalem, que vivrait en quasi-clandestinité Mahmoud Kader Abed Adra, alias Hicham Harb. Ce dernier faisait partie avec les 2 autres suspects du groupe Abu Nidal, fleuron du terrorisme international et principale faction dissidente à l'époque de l'OLP de Yasser Arafat. Mais dans les rues de Ramallah, son nom n'a pas l'air d'évoquer grand-chose pour les passants du centre-ville. Hicham Harb. Restaurant Goldenberg. Et pourtant, Hicham Harb, âgé de 27 ans au moment de l'attentat, est présenté comme le chef de groupe qui a réalisé l'attaque terroriste de la rue des Rosiers. Un homme expérimenté, d'abord instructeur de tir en Syrie dans les camps d'entraînement d'Abu Nidal, il prend rapidement du galon au sein de l'organisation après avoir participé à l'élimination d'un dissident à Madrid. C'est comme ça qu'il devient responsable de l'armement pour l'Europe et l'Asie. Mais pour certains habitants, la question de son extradition ne se pose même pas. La France ne peut pas procéder à une arrestation. Elle lance des accusations de terrorisme, mais les vrais terroristes, ce sont les pays européens et les États-Unis. Ils hébergent des terroristes et détruisent les pays arabes. Cerveau de l'opération, c'est lui qui effectue le repérage des lieux peu de temps avant la tuerie. C'est encore lui qui fournit en armes et en grenades les membres du commando. Et c'est encore grâce à lui que le commando aura réussi à s'enfuir dans la nature. 30 ans sont passés depuis l'attentat. Aujourd'hui, nous avons une autorité, nous avons des lois et la capacité de faire appliquer ces lois.
S'il y a des accusations contre nos citoyens, c'est à l'autorité palestinienne de s'en charger. C'est la manière la plus diplomatique de gérer ça. Mais à l'heure où la justice française a lancé un mandat d'arrêt international contre les suspects, se pose la question de savoir si l'autorité palestinienne fera ce qu'il faut pour appréhender et remettre à la France Hicham Harb, principal suspect de cet attentat dans lequel 6 personnes avaient trouvé la mort et 22 avaient été blessées. Voilà donc pour ce reportage exclusif à Ramallah. On va maintenant vous montrer des images spectaculaires. Ça s'est passé tout à l'heure sur l'aéroport LaGuardia de New York où sévit une nouvelle fois une importante tempête de neige. Vous le voyez, c'est un McDonnell Douglas 88 de la compagnie américaine Delta Airlines qui a fait une sortie de piste à son atterrissage. Il est allé s'encastrer après avoir dérapé contre les barrières de sécurité situées en bout de piste. Fort heureusement, il n'y a que quelques blessés légers à l'intérieur de l'appareil, mais les autorités aéroportuaires américaines ont immédiatement décidé de fermer toutes les pistes de l'aéroport par donc sécurité. Tempête de neige donc sur New York une nouvelle fois ce soir. On va se retrouver dans un instant pour notre page spéciale élection avec un invité de marque ce soir. Ce sera dans un peu moins d'une heure. Moshe Kahlon, celui qui pourrait être la surprise des élections en Israël, qui est tête de liste Kulanou. Il sera notre invité donc, et puis un débat à venir également dans un instant avec un dernier sondage également qu'on vous dévoilera. On est à maintenant quelques jours seulement du scrutin prévu pour le 17 mars. À tout de suite.